Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live Success Story. Alors, je suis ravie d'avoir aujourd'hui Elodie Huyghe, du coup, qui est fondatrice de Light Me Up et du programme Ponycorn Academy. Salut Elodie. Salut Debbie, écoute, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être avec toi, avec vous aujourd'hui. Un peu stress parce que, comme je te disais tout à l'heure, les rôles sont inversés. Ouais. C'est ça, mais c'est un bon exercice, comme ça on se met dans les deux positions. Exactement, exactement. Alors du coup, la parole est à toi. Alors l'idée, c'est que tu te présentes du coup à tous ceux qui nous suivent, donc à nos abonnés LinkedIn et tous ceux qui nous suivent sur LinkedIn. Donc te présenter, passer en vue ton parcours et ensuite nous expliquer donc Ponycorn Academy. La parole est à toi. Ok, c'est parti. Donc, ceux qui sont live, n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir en même temps pour si je suis trop lente, vous avez le droit de mettre des smileys qui dorment. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en même temps. Ce sera avec grand plaisir. Donc, effectivement, je m'appelle Elodie Huyghe. J'ai 42 ans. Je suis entrepreneur. Je crois que j'ai jamais pu faire autre chose depuis que j'ai quitté l'école. Je suis aussi maman de 4 filles. Voilà, la première est en train de lancer sa start-up. Donc, il y a un petit mindset entrepreneurial familial. On dirait. Voilà, exactement. Et je travaille et je suis associée avec mon mari, ce qui simplifie pas mal la tâche pour gérer les enfants, mais qui est aussi une particularité d'entreprendre à deux et en couple. Voilà, qui fait un peu notre... je ne sais pas si on appelle ça notre proposition de valeur, mais notre différence, je pense, voilà, dans le milieu aujourd'hui, c'est d'être en couple, d'avoir nos enfants, de travailler et voyager avec elles beaucoup, et puis de jamais être d'accord aussi. C'est un point qui Parce que trouver fait l'équilibre, ça ne doit pas être évident tous les jours. Hein, donc franchement. Non, mais finalement, quand tu accompagnes et tu travailles avec d'autres entrepreneurs, c'est assez chouette d'avoir deux entrepreneurs en face de toi qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Comme ça, tu prends tes propres décisions. Voilà. Mais pour revenir sur la jeunesse, c'est presque la préhistoire, je pense. Donc moi, j'ai toujours été un pied dans l'innovation depuis que je suis gamine. J'avais un papa qui était un peu un chercheur et un savant fou, qui est toujours d'ailleurs, qui inventait des trucs. Donc j'ai eu mon premier ordinateur, tu vois, j'avais 1 an. Un de mes premiers mots, c'était micro-coupure. Donc j'étais un peu destinée à aller dans la tech avant même que ça existe. J'ai eu mon premier ordinateur très très tôt. Je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, mon père me disait « Apprends à taper vite sur les claviers, ça va te servir. » La pression. La pression. Écoute, maintenant je tape super vite, je regrette pas du tout. Ouais. Merci papa là-dessus. Voilà, j'étais connectée à Internet très tôt aussi. J'ai fait la première école du web. Donc, c'était l'IM, c'est toujours l'Institut international du multimédia, qui avait été fondé par Claude Vogel, qui est un entrepreneur américain. Donc, tu vois, il y avait déjà un petit truc, un petit crush pour les US. Voilà, et c'est mon père qui a découvert cette formation et qui m'a sorti du système scolaire un peu classique. Après que j'ai dit merde à tout le monde pour ne pas avoir mon bac et pas faire Polytechnique comme papa. Et voilà. Donc, je n'ai pas mon bac. J'ai dit que ça servait à rien et j'ai négocié pour entrer dans cette école qui venait d'ouvrir. Un gros pari pour mes parents à l'époque, à faire du web en 1998, c'était une nouveauté. J'ai tout de suite vraiment pris le pli là-dessus, faire des sites, monter des chartes graphiques, etc. Donc, beaucoup dans le faire tout de suite, même si la formation était plus une formation de gestion de projet et d'accompagner des équipes qui allaient faire derrière. On apprenait à faire d'avant, donc ça c'était plutôt chouette. Et puis une période qui était assez sympa parce que tout le monde découvrait le web, donc j'ai monté la junior entreprise de l'école à l'époque et on avait franchement des missions de dingue où tu allais expliquer aux agences comment écrire HTTP dans une barre d'adresse, où tu faisais les premières compètes où il y avait un cerf-volant web, où on te disait attends, il faut qu'on fasse une bannière, est-ce que tu sais comment faire? Donc voilà, donc c'est un peu pour ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui, qui découvrent le Web3, le métaverse, etc. C'était un peu où j'ai vraiment l'impression de revivre exactement la même chose. Ouais, ça va jamais marcher. T'es là, ça m'a fait la même en 98. Donc voilà. Donc j'ai fait 4 ans dans cette école. J'ai appris beaucoup. J'ai pris pas mal de claques aussi parce que moi j'aime bien apprendre
en tombant, en testant des choses un peu qui vont. C'est comme ça qu'on apprend réellement aussi. C'est ça. Mais tu sais, à force d'expérience, je me dis que je dois vraiment aimer ça vu le nombre de claques que je prends. Pourtant, mon père m'avait dit, t'inquiète, on a un nombre de claques bien défini dans la vie. Il y a un moment, ça se calme, mais je trouve que pas vraiment. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je les cherche un petit peu. J'aime bien l'adrénaline. Toi, tu avais dépassé le quota littéralement, quoi. Ouais, je pense. Ou alors mon père m'a menti. En fait, il y a un quota illimité. C'est juste soit tu les attires, soit pas. Et moi, je crois que c'est un peu des deux. Soit tu vas les chercher. Voilà. En sortant de l'école, j'ai monté une des toutes premières agences web de Paris. Donc, ça, c'était super aventure. On plaçait des gens 7-7, 24-24 qui allaient faire dépanner des agences au début pour faire des sites web. Puis rapidement, on est devenu plus une agence créative et on a fait les premières opérations de buzz marketing. On a rapidement bossé pour un peu tous les acteurs du CAC 40 pour venir un peu dérider leur com, tu vois, faire des choses. À l'époque, sur le web, tu faisais des trucs un peu moins institutionnels que sur d'autres supports. Et donc, dès qu'il fallait des choses un peu déjantées, on nous appelait. Donc, j'ai fait 15 ans. Excuse-moi de te couper, c'était pas cette agence que tu avais montée avec ton ancien associé qui t'était rentré dedans? Je crois que tu avais fait un post là-dessus sur... Ah oui, oui, je me suis associée avec Richard, que je salue s'il nous regarde, qui est devenu mon associé effectivement pour 15 ans. Mais non, il a fait pire que ça. Encore, il serait rentré dedans. C'était OK, tu vois, c'est un accident. Non, il s'est assis sur ma Smart pour boire son coca. Donc, ah oui, voilà, c'est ça. Donc, ma Smart étant ma première voiture, le truc, tu sais, qui était mon bijou, que je chouchoutais, etc. Donc, j'avais un peu mal pris le truc. Mais tu vois, on continue encore à se chamailler 20 ans plus tard. Donc, c'était une bonne entrée en matière. Tu m'étonnes. On s'est rencontrés comme ça. Et donc, cette agence, je l'ai dirigée pendant 15 ans à peu près. Voilà, avant de la revendre. Alors, j'ai décidé finalement d'arrêter sur la partie agence quand une de mes filles est tombée très gravement malade. Okay. On a failli la perdre. Il y avait beaucoup d'employés. Avoir beaucoup d'employés, ça demande de rentrer beaucoup de cash tous les mois. Tu as des up and down de trésor, etc. J'avais levé des fonds, mais c'était compliqué avec les investisseurs. Okay. Et donc, du coup, j'ai décidé de me séparer de cette boîte. Ça a été une aventure un peu compliquée, puisqu'au départ, on avait retrouvé un repreneur. Et ensuite, il y a une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, de coalition entre les investisseurs et le repreneur dans mon dos. Et un jour, ils me disent non, mais finalement, on lève les stylos, etc. Donc, moi, j'étais vraiment épuisée parce que revendre une boîte, alors, ça peut paraître une success story quand tu l'as revendue, tu as de l'argent, etc. Mais le parcours n'est pas simple. Les négos sont pas forcément très agréables. En tout cas, pour des gens qui sont pas, donc c'est pas le métier de vendre des boîtes. Et quand on vend sa propre boîte qu'on a eu pendant 15 ans, c'est quand même beaucoup d'affect. Finalement, c'est aussi un bébé quelque part, même si j'en avais eu d'autres entre-temps. C'est ça. Et du coup, j'ai décidé de déposer le bilan puisque ça se faisait pas. Et en fait, ils avaient bien tout prévu parce que les investisseurs étaient contre-garantie BPI. Et donc, avec un dépôt de bilan, ils récupéraient leur mise qui était plus importante que ce que le repreneur reprenait. Et donc, le repreneur m'a repris à la barre du tribunal. Donc, le truc bien crade. Une fois que tu as déposé ton dossier, il vient de voir. Voilà. Mais bon, j'ai fait... c'était un mal pour un bien. Ça m'a permis derrière d'avoir un job salarié, de pouvoir remettre ma gamine sur pied, d'accoucher de la troisième que j'attendais pas du tout pour le coup. Donc voilà, et surtout de me rendre compte que j'étais vraiment pas faite pour être salariée. Bon, ça, tout le monde s'en doutait un petit peu. Et je me suis fait virer 3 ans après. Pour redonner un peu de timing, c'était au moment des attentats, tu vois, au mois de novembre. Ah ouais. Ça va faire un an. Ce sera la date anniversaire là bientôt. Ouais. Et donc, je quitte cette boîte fin janvier 2017, je crois. Ouais. Okay. Qui est ma boîte. Et le premier lundi matin où tu te lèves, où tu n'as plus 50 employés, où tu n'as plus ta boîte, ça fait un peu bizarre. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, en fait. Mais j'ai commencé par refaire beaucoup de sport, à faire ce que je n'avais pas fait depuis jamais, en fait. C'est prendre un peu de temps pour moi. Parce que j'avais eu déjà 3 enfants et je n'avais jamais arrêté, finalement. Pas de congé mat. Je n'avais pas forcément envie. Hein, c'était pas j'ai pas fait ça par obligation, mais voilà, j'avais ma boîte, j'aimais ce que je faisais, j'avais beaucoup de responsabilités et le congé mat, ça n'avait pas été mon truc. Donc, je n'avais pas vraiment pris de temps pour moi.
Et donc, pendant cette période-là, j'ai découvert Oussama Hamar en faisant, tu sais, de l'elliptique au Club Med Gym, qui est le dernier truc du CE de la boîte que j'avais récupéré, auquel j'avais droit. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, l'entrepreneuriat vu par Oussama Hamar, c'est vachement mieux que ce que j'ai fait moi pendant 15 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, pendant que j'avais ma boîte et que j'étais un peu auto-centrée sur mon business, comment le développer, etc., le milieu des agences qui est très particulier aussi. Hein. Tu connais un petit peu ton côté où c'est beaucoup de personal branding, on va dire. Tout à fait, ouais. Voilà. Qu'en fait, il y avait tout un milieu d'entrepreneuriat à côté qui était hyper dynamique, qui était beaucoup plus sympa et peut-être plus authentique que tout le milieu com pub que moi je fréquentais. Et donc, j'ai eu envie d'y retourner. Il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité pour les aider, les accompagner. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas transformer ça en business ? Et donc, j'ai monté un truc qui s'appelait le time funding et qui proposait d'investir non pas de l'argent, mais du temps dans des boîtes. Alors ça, c'était vraiment top parce que le projet était top à monter déjà en termes de mindset, tu vois, ça plaît bien l'idée, voilà, tu as des compétences et tu peux les investir dans une boîte, ça plaît toujours d'ailleurs, voilà. On a lancé ça vraiment en mode startup, donc avec zéro tech, des landing pages, etc. Et ça a tout de suite pris, en tout cas j'ai eu l'impression, on avait beaucoup d'inscrits des deux côtés, des gens, donc, des startups qui avaient besoin de temps, des gens qui avaient envie de donner leur temps, enfin d'investir leur temps. Et puis ça a beaucoup plu aux médias. Alors ça c'était chouette parce que dès qu'il y avait un truc start-up, tu faisais le JT, tu étais sur les plateaux de BFM, etc. Donc il y avait un petit côté go à fond, tu vois, t'es partout, les gens te connaissent, etc. Donc ça c'était chouette. Et puis un soir, en fait, tu sais, on pouvait croire qu'il y avait une intelligence artificielle, un algorithme, mais non, en vrai, on était derrière notre truc. Et à chaque fois qu'il y avait une inscription, ça passait dans Slack et c'était nous qui répondions, tu vois. Ouais. Et un soir, il y a un certain Carlos Diaz qui s'inscrit. Donc, Carlos Diaz, c'est le fondateur d'un accélérateur dans la Silicon Valley, qui est un Français, qui a pas mal réussi, qui a vendu pas mal de boîtes. Et je dis, Carlos Diaz, si Carlos Diaz s'inscrit, c'est que je décolle pour la Silicon Valley. Il me fait, pourquoi pas, on en parle. Il me dit, t'as des dispo quand ? Et puis alors, je regarde le décalage avec la Silicon Valley et mon emploi du temps, et je fais là, maintenant, tout de suite. Et genre, il était 2h du mat'. Quoi. Ah, et je me suis retrouvée à pitcher Carlos Diaz à 2h du mat' sur mon projet. Et bon. Et voilà. Et quelques semaines après, j'étais sélectionnée pour partir dans la Silicon Valley dans ce programme. Ouais. Et quelques semaines après, à peu près en même temps, je découvre que je suis enceinte de ma 4e. Alors, ça faisait super longtemps qu'on essayait, etc. Et on avait même fait des traitements. Donc là, on avait mis sur pause, tu vois. On s'était dit, bon, Silicon Valley, traitement, on va peut-être se calmer. Bon, forcément, c'est quand tu arrêtes les traitements et que tu peux plus partir, enfin, que tu veux plus de bébé que tu tombes enceinte. Bien sûr, sinon, c'est pas drôle. Non, sinon, on s'ennuie, surtout moi. Et donc là, se trouve, qu'est-ce que je fais ? Bébé ou Silicon Valley, quoi. Bon, en fait, j'ai décidé de pas choisir, mais de partir. Alors, c'était un peu chaud, parce que le programme finissait le 12 décembre et ma fille devait naître le 25 décembre. Ah ouais. On veut dire que c'était un peu tout touche. Tout le monde m'a dit, tu pourras jamais accoucher aux États-Unis, ça coûte une fortune. Moi, je devais accoucher par césarienne, donc il fallait compter $80 000 comme le truc. J'avais fait tous les contrats d'assurance, tu sais, pour voir ce que je pouvais avoir. Bien sûr. Rien du tout. Et on se dit, on y va. J'avais un copain pilote, je dis, tu ne pourrais pas me ramener ? Il me dit, Elodie, tu te rends compte, détourner un avion entre San Francisco et Paris pour un accouchement par césarienne, ça coûte des millions et tout. J'étais là, franchement, tu t'arrêtes à des détails, tu auras un truc à raconter après. Oui, attends, c'est rien ça. C'est ça, quoi. Bon, il m'avait pas dit non, mais il m'avait pas dit oui non plus. D'ailleurs, autour de moi, tout le monde me dit non, mais Elodie, c'était quand même clair que c'était non. Et donc, arrivé aux États-Unis, je savais pas du tout comment j'allais accoucher, ni avec quel argent. Mais bref, j'étais contente, j'étais aux États-Unis. Et en fait, là-bas, on a découvert, on avait pas mal de chance, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand tu décides vraiment quelque chose, tu sais, les portes qui s'ouvrent devant toi. Et du coup, on fait une escale à New York en allant à San Francisco, tant qu'à faire tu vas en profiter un peu. Bien sûr. Et là, je rencontre un copain qui est un voisin, il me dit, non, mais attends, j'ai une soirée hier, viens, appelle cette nana de ma part, elle a accouché aux États-Unis, etc. Donc, j'appelle la nana, et alors, je te jure, la porte de prison, quoi, la nana, pas sympa. Quoi, tu connais pas Obamacare ? Alors, Obamacare, si, j'ai lu toute la loi en long, en large et en travers, il n'y a aucune possibilité. Elle me fait, si, quand tu es à New York ou en Californie, si tu n'as pas de revenus, tu peux accoucher gratuitement. Ok, meuf, c'est bon, d'accord, mais c'est écrit nulle part sur l'Internet. T'entends surtout déjà. Donc, bon, ok, je vérifie le truc, il y a l'info nulle part, quoi, tu vois, je me dis, merde et tout.
Et en vrai, je vois plein de témoignages de nanas qui ont galéré à accoucher aux États-Unis, à avoir des assurances, des trucs, tu vois, qui coûtent des fortunes. C'est trop Et je chaud. trouve pas l'info. Et arrivé à San Francisco, je te jure, on atterrit, je vais à la sécurité sociale locale et je leur dis, voilà, je suis enceinte, j'ai quelques contractions. Ah non, mais bougez pas. Et je te jure, alors là, c'est pas la sécu parisienne. Hein. En 5 minutes, j'avais 5 cartes de sécu pour mes enfants, moi, mon mari et tout ça. Et donc, effectivement, comme j'avais un Carrément. visa et que j'étais en règle aux États-Unis, c'est ça qui est. Et que je n'avais pas de revenus, puisqu'en fait, on avait levé des fonds, mais on avait des fonds sur notre boîte française. Et tu pouvais accoucher à partir du moment où tu étais rentré en toute légalité et être suivi gratuitement sur le sol américain. Mais elle me dit, bon, utilisez pas les cartes de sécu pour vos enfants, vaut mieux aller dans les centres que vous payez, parce que moi, je vous donne accès avec cette carte-là que aux hôpitaux, vraiment, tu vois, pour les pauvres, pour les toxicos, etc. Donc, en fait, ça peut être impressionnant pour des enfants, etc. Donc, je me dis, bon, écoute, je vais accoucher de ma 4e, même si c'est un hôpital un peu crade, tu vois, c'est pas grave. Aux États-Unis, ça peut pas être complètement catastrophique. J'arrive à mon premier rendez-vous à la maternité, genre 2 jours après, et en fait, c'était, tu avais écrit Mark Zuckerberg Hospital, et le mec, il venait de mettre des millions pour refaire la maternité la plus high-tech au monde. Donc, ça, c'était réglé. J'allais pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Et donc, j'ai commencé, tu vois, sur ces bonnes nouvelles, le programme d'accélération des Refiners. Voilà, ça va faire 5 ans maintenant, ma puce, elle a 5 ans. Et donc, tu sais, il fallait se présenter, pitcher et tout, et tu devais donner un fun fact. Et moi, j'avais pas dit que j'étais enceinte, tu vois, et j'avais en fait, j'étais plus angoissée de devoir annoncer à l'accélérateur que j'étais enceinte que même de trouver une solution pour accoucher, quoi. Et en fait, tout le monde en a rien eu à T'es angoissée pour rien. So what, quoi, tu vois. Ok. Donc, c'est un peu macho comme milieu, si tu veux. Donc, toi, t'arrives ensemble, bah ouais, quoi, ok, tu sais pitcher, bon, bah, continue à pitcher. Rien à cirer, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah, voilà. Donc, j'ai arrivé comme ça, j'ai fait ce programme qui a été... je sais pas comment le qualifier, parce que je peux pas dire un cauchemar, mais on s'est planté très, très vite. En fait, on s'est rendu compte, notre idée de time funding, d'investir du temps et tout, c'était une super jolie idée, que c'était très bisounours, mais aux États-Unis, on s'est pris des claques assez fortes. On nous a dit, mais en fait, vous êtes là pour persuader les entrepreneurs. Si un entrepreneur veut réussir, il réussit par lui-même. Il faut pas une plateforme. Il faut vraiment faire quelque chose de, qui fonctionne, qui donne envie aux gens d'y aller, mais pas qui leur donne du temps pour se planter. Tu vois. C'est un peu Donc, on a dû arrêter, je pense, en 6 semaines. On a craché 2 ans de projet. Donc, ça, c'était quand même assez impressionnant de se dire, on oublie tout, on arrête tout, on est à Silicon Valley. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour avancer, pour se réinventer? Et c'est là où, en fait, sur le coup, je pense qu'on n'a pas trop réalisé. Mais en fait, comme on pitchait tous les jours devant des entrepreneurs et devant des investisseurs, on ne voulait pas arriver sans projet. Et tous les jours, on inventait un nouveau projet. On faisait des fausses landing pages, un faux nom, un faux machin. Et pour aller plus vite, on s'était formé à toutes les méthodes qu'ils utilisent dans la Silicon Valley pour aller vite, tu vois. Le startup, le design thinking, le design sprint, etc. On avait rencontré plein d'entrepreneurs qui nous avaient donné des conseils. Et donc, tous les jours, on avait un nouveau projet. Tous les jours, on en prenait plein la gueule. Hein. On avait un nouveau pitch, un nouveau machin. Je crois que le projet qui nous a duré le plus longtemps, on avait inventé un Airbnb, mais uniquement pour pas les ados, mais les jeunes adultes, tu vois, pour dire en gros, quand tu es adolescent, que tu commences dans la vie, tu pourrais voyager dans le monde entier, mais aller dans des familles d'accueil, des familles, en fait, où tu aurais d'autres gens de ton âge, etc. Donc, une sorte d'échange, mais dans le cadre un peu à la Airbnb, quoi. Donc, le truc, D'accord, ok. 3 premiers pitchs, on dit, ouais, c'est génial et tout, puis un jour, tu as un mec qui arrive et fait, vous savez qu'il n'y a pas 1% des jeunes Américains qui ont un passeport. Je dis, comment ça? Ils voyagent pas, en fait, les Américains. L'Amérique, c'est le monde pour eux. Et je dis, tu vois, en fait, quand ils habitent San Francisco, ils veulent aller à LA. Quand ils habitent à Washington, ils veulent aller à New York, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et donc, voilà, notre projet, tu vois, en fait, là-bas, tu plantes ton projet juste sur une phrase qui est d'une évidence, mais tu sais, c'est cruel. Mais en fait, bah non, t'as tort. Allez, bien tenté, mais non. Next. Voilà, donc après, on a mis les sacs à main sur la blockchain. Ça va pas c'était un peu tôt, tu vois, ça commence juste maintenant. On a inventé les parapluies connectés à la sortie des gares de métro et tout ça. On a fait des tonnes de trucs. On a un peu souffert. C'était pas très rigolo sur le coup. Maintenant, je me marre, mais on a appris énormément. Je me doute. Hein.
Le programme, c'est fini. Alors ça, c'était un peu dur parce que c'était à la session de pitch et tout. Et donc, on a pitché notre échec. Là-bas, l'échec est vachement valorisé. Oui, il y a eu une grande fête quand on a planté le time funding. On nous donnait vachement plein de conseils. Pour eux, c'était plus un apprentissage. Il n'y avait pas d'échec. En fait, ils ont parié dans une équipe et ils n'ont pas parié dans un projet finalement. Donc ça, c'était assez fort. Même si nous, c'était quand même un peu dur d'abandonner tout ce qu'on avait mis en place. Et donc, on pitch, voilà. Et là, ce jour-là, tu as un Français, alors, comme ça, c'est très français, tu vois, qui était dans la salle. Il fait non, mais de toute façon, je savais que votre projet, c'était de la merde. Je l'avais dit. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, ouais, j'y crois pas à votre truc et tout. J'avais dit, mais il y a une manière de dire, vie. Franchement, ce dédain. Et il m'avait, mais je te jure, et je crois qu'il m'a dit ça 3 minutes avant que je pitch. Donc, moi, t'imagines, 9 mois de grossesse, en larmes et tout, je monte sur scène. Oh, ma pauvre. Voilà, bref. Mais j'ai eu le premier bébé accéléré de la Silicon Valley quand même, tu vois. Voilà. Qui est né le 12 décembre, donc tu vois, 2 jours après la fin du programme, au Mark Zuckerberg Hospital. Donc ça, c'était la classe. Après, on était un peu ruinés, parce que vivre à San Francisco, ça avec 3 gamins, ça pique un peu. Voilà. Et donc, on se dit, bon, on va rentrer, tu vois, voilà. Et sauf qu'on avait zappé un truc, c'est qu'il fallait un passeport pour le bébé. Ah mon Dieu, mais jusqu'au bout, quoi. Et là, je me dis, ça va être facile. Donc, elle est américaine, ça c'est cool, merci. En fait, il faut 3 mois pour avoir un passeport US. Et pour avoir un passeport français, le seul moyen sur la côte où on était, donc c'était, attends, je ne me trompe pas, la côte Est, il fallait aller à LA, à Los Angeles. Donc, nous voilà à rendre la baraque, qu'on avait loué, prendre un énorme camion, là, avec nos 4 gosses. Oh là 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 là. Sur la route 1, qui en plus était bloquée, enfin bref, je ne te raconte pas, partie pour aller faire le passeport de Kim, qui venait de naître, voilà. Et là, quand on arrive au consulat, il se marre déjà, parce que c'était drôle. On avait tout fait, on avait appelé tous les gens qu'on connaissait pour faire bouger le consulat, etc. Rien à faire. Ils me disent, non, mais vous savez, c'est bientôt les fêtes de Noël, ça va être un peu long le passeport. Ah ouais, en plus. Bref, donc on dépose les papiers, et là, on se dit, on avait loué un appart pour une semaine à Los Angeles, c'était hyper cher, on avait vraiment plus de thunes. Et du coup, on est parti, j'ai regardé, tu sais, sur Booking, où étaient les hôtels les moins chers des US pour qu'on puisse se poser un truc, tu sais, genre où c'est tout compris, tu sais, le all inclusive, machin. Et là, je me rends compte que si tu pars dans les grands parcs au mois de décembre, le Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, c'est 50 balles la chambre pour 6 et t'as le petit-déj, le déjeuner, le dîner compris, quoi. Et donc, nous voilà partis dans la gueule de ma mère avec mon bébé d'1 semaine. Débarquer à San Francisco, il fait chaud, donc si tu veux, on n'était pas couverts et tout. On débarque à Bryce Canyon sous la neige. Le truc, c'était pas arrivé depuis 10 ans. Le truc sous la neige, il fait -2, les enfants pas couverts. Oh mon Dieu, mais... Bref, mais le lendemain, il faisait beau, la neige a fondu, tout allait bien. Bref, c'était super rigolo. Et donc, on a fait notre petit road trip comme ça dans les grands parcs. Et un jour, il y a un client qui me suit. Je te jure, c'est un de mes premiers clients de mon agence qui me dit « Hey, Elodie, j'ai vu que tu t'ennuies un peu là. J'ai une conf à faire. Je suis à Las Vegas, il y a le CES. Est-ce que tu peux débarquer ?» Je fais « Ouais, j'arrive. Écoute, pas de problème. » Normal. Et donc, voilà. Donc, j'ai redébarqué. J'ai repris le boulot 15 jours après, tu vois, la naissance de Kim, sur scène au CES de Las Vegas avec un bébé de 15 jours. C'était très rigolo. C'était hors du temps, tu sais, de te retrouver... sorti d'un programme d'accélération avec tes clients, en plus dans l'auto, tu vois, des concessionnaires auto en train de pitcher un truc. Bref, donc voilà. Donc, et puis, on a fini par rentrer à LA pour aller voir si on avait ce passeport. Et je crois qu'on avait pris un billet d'avion et toujours pas de nouvelles du consulat et tout. 2 heures avant le vol, je me dis, mais c'est pas possible et tout. Donc, j'y vais, tu vois, à la rage, je me dis, écoute, je vais hacker le truc. Mais on est désolé, on a votre passeport depuis plusieurs jours, mais on a oublié de vous envoyer le mail. Ah, purée. Non, mais c'est incroyable ton histoire. Donc voilà, donc on est rentré. Et là, on se dit, bon, écoute, tu sais, en France, tu te fais expulser en mars. On avait gardé notre appart, parce que quand tu es entrepreneur, relouer un appart avec 4 gosses, c'est un peu chaud. Ouais. Et donc, du coup, on se dit, bon, écoute, on a 3 mois pour se refaire. En attendant, on va manger des pâtes. Et puis, c'est reparti assez vite parce que les gens, en fait, ont envie ont voulu connaître notre expérience. Ouais. Rapidement, tout ce qu'on avait appris dans la Silicon Valley a été un peu... un succès en vrai. Ça nous a permis d'aider pas mal de boîtes, d'accélérateurs, de témoigner sur pas mal de choses. Donc vraiment un vrai kiff. Et c'est comme ça qu'on a créé, en fait, notre pivot finalement, ça a été plutôt Light Me Up, de se dire, qui en fait est l'ancienne structure du time funding, et de se dire, voilà, on va créer un studio d'innovation. Et nous, ce qu'on kiffe aujourd'hui, dans tous les pivots qu'on avait essayé, dans toutes les boîtes qu'on a essayé de créer à la suite du time funding, en fait,
il n'y avait aucun projet qui ralliait suffisamment de monde pour, en termes de, tu sais, ils parlent beaucoup de raison d'être, de purpose, etc. dans Silicon Valley. Et donc, du coup, personne n'avait à chaque fois vraiment tu vois, ce truc qui fait que tu te lèves chaque matin. Et en fait, nous, ce truc-là, c'était l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on kiffe. On avait appris tellement de choses dans la Silicon Valley qu'on avait envie de le transmettre. Et donc, du coup, on a commencé à développer, à se proposer pour intervenir dans des écoles. Donc, moi, j'ai pris la direction du parcours startup à l'Institut, dans mon école, à l'Institut international du multimédia. Donc, c'est super cool. Donc, je suis devenue mentor aussi à HEC, où il y a un ancien élève de l'école qui est mentor du Launchpad. Voilà, donc on a commencé dans l'éducation, dans les accélérateurs, etc. Et puis, petit à petit, on a commencé à accompagner des entrepreneurs un peu plus gros, des entrepreneurs qui se lançaient aussi. Puis en se faisant un petit peu, on a mis un peu de sous dans certaines boîtes qu'on rencontrait. Donc, on est devenu investisseur, un business angel, mais on a eu quelques succès. Et donc, aujourd'hui, notre job, et qu'on kiffe vraiment, c'est d'accélérer des entrepreneurs ou de les aider à se lancer. Et donc, on a 3 formats, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui, quand tu montes ta boîte, de productiser au maximum. Et donc, la productisation, aujourd'hui, c'est la première offre, c'est la Ponycorn Academy, dont on va parler. Et puis, c'est aussi, voilà, alors moi, j'aime pas parler de coaching, on parle plus de sparring partner, parce qu'on n'est pas des coachs, tu vois, on n'a pas ce label et ce truc formation, etc. Et puis surtout, un coach est là pour renvoyer la balle quelque part, enfin, tu vois, t'écouter et te poser des questions qui vont te faire évoluer, alors que nous, on a pas mal de choses à transmettre. On a des méthodes, on a des choses, donc on n'est vraiment pas coach. Mais voilà, ce côté sparring partner, entraîneur, etc., nous plaît bien. Et puis après, on utilise toutes les méthodologies d'intelligence collective qu'on a découvert là-bas, auxquelles on s'est formé pour régler de gros problèmes business, qui sont plutôt des challenges, parce que les Américains, ils n'ont jamais de problème. Ils ont que des challenges, ça j'aime beaucoup. Tu vois, c'est encore une fois dans le mindset, c'est différent. Tu as un problème? Non, j'ai un challenge, ok, vas-y. Et tout de suite, le cerveau est dans une dynamique beaucoup plus positive pour régler et surmonter un challenge que pour prendre un problème qui peut être assimilé, voilà, j'ai mal fait un truc, etc. Et du coup, voilà, donc on fait ça pour beaucoup d'entreprises. Au début, on était très start-up. Maintenant, on est tout type d'entrepreneur parce qu'en fait, les méthodes des startups, ça s'applique à n'importe quel type d'entrepreneur. C'est juste une façon de penser un peu différente, une façon de travailler un petit peu différente, d'aller tester très rapidement, d'écouter ses clients. Voilà, des choses qui sont des évidences pour certains et pour d'autres, des révélations quand ils découvrent. Et on travaille aussi pour des grandes entreprises, toujours du CAC 40, qui nous appellent quand elles ont des gros problèmes. Pour le coup, tu vois, là, on bosse avec McDo qui doit passer au réemploi, par exemple. Une banque qui doit se réinventer sur certains business parce qu'ils ont des contos, des N26 en face, etc. Donc, on les accompagne là-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre boulot. Et c'est le même accompagnement, même si c'est des grands comptes aussi? Oui, en fait, on utilise, quand on accompagne des grands comptes, on les accompagne avec ce qu'on appelle le design sprint, qui est une méthode en 4 jours. Donc, on prend, tu vois, tout le codir d'une boîte ou tous les managers qui font un projet et là, on les enferme vraiment pendant 4 jours pour définir le challenge, trouver des solutions, prototyper et tester. Donc, c'est très court dans le temps. Avec les entrepreneurs, souvent, ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire en 4 jours, mais on préfère faire ça entre 1 et 2 mois sur des workshops, tu vois, plutôt d'une demi-journée. Tout simplement parce qu'il faut aussi que le cerveau intègre tout ce qui se passe. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu peux pas transformer ta boîte comme ça. Enfin, tu peux, si tu es une start-up et que tu veux améliorer une fonctionnalité de ton produit ou développer une nouvelle offre, te bloquer ça sur 4 jours. Mais en vrai, si tu veux vraiment changer ta façon de voir comment tu entreprends, ce que tu fais, comment tu le fais, il faut que, voilà, il y a un process quand même ça peut pas être immédiat. Tout le monde ne peut pas prendre, tu sais, la claque qu'on a pris Silicon Valley comme un mur de façon... Salut, tout va bien. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis moi, mon projet chouchou, c'est la Ponycorn Academy, puisque la Ponycorn, en fait, c'est un bootcamp qui a lieu sur 4 semaines tous les mois et qui permet aux gens qui veulent se lancer ou qui veulent essayer de se lancer ou qui ne savent pas s'ils ont envie de se lancer, de tester. Voilà. Donc c'est 2 heures de masterclass chaque semaine.
sur des thématiques qui me sont chères, qui ne sont pas forcément celles qu'on attend quand on prend une formation pour entreprendre. Donc, dans la Ponycorn Academy, désolé pour ceux qui veulent faire ça, mais il n'y aura pas de business model, de business plan, de slide, mais on va plutôt apprendre comment on rentre dans la tête de ses clients, comment on crée des communautés, comment on fait pour déjà engager autour de soi, de sa marque personnelle, de personal branding, avant de commencer à imaginer un business et à lever des fonds et à le financer, etc. Voilà, pour nous, c'est vraiment la première étape et ça permet de mettre tout le monde en fait dans le bon mode de fonctionnement, dans la bonne réflexion. Voilà, on n'entreprend pas en dépensant beaucoup d'argent, on n'entreprend pas en lançant un produit et en payant un site internet. On n'entreprend pas parce qu'on a une SARL, une SAS ou voilà. Pour moi, entreprendre c'est quelque chose qui est bien supérieur à ça. C'est avant tout un état d'esprit et il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Et oui, on va dans un sens business et l'objectif c'est gagner de l'argent, ça on est d'accord. Mais pour ça, il faut se mettre dans la bonne façon de penser. Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'avoir des produits qui défilent sous leurs yeux, d'avoir des emails hyper pushy, des commerciaux qui veulent leur vendre à tout prix quelque chose dont ils n'ont peut-être pas besoin. Les gens ont besoin d'être engagés autour de personnes, de comprendre qu'on a compris leurs problèmes, que ce qu'on leur propose est quelque chose qui a été imaginé pour eux. Donc c'est quelque chose un peu, une approche un peu différente. Et je pense que je suis assez légitime pour ça, parce que c'est vrai que comme j'avais entrepris avant mon départ dans la Silicon Valley, que c'est là-bas où j'ai vraiment découvert que maintenant, je sais comment je pensais avant. Je sais le switch que j'ai eu là-bas. Et c'est ce switch-là que j'essaie de donner le plus tôt possible à travers la Ponycorn. Donc voilà, donc c'est 4 masterclass de 2 heures. Et puis après, j'ai compris, parce que ça fait un peu de temps que... Alors, je ne vais pas dire que je suis prof, mais que je fais de la formation, que je suis dans des programmes, etc. Et je sais très bien que j'ai beau dire les choses, tant que les gens ne les ont pas vécues, ils n'y croient pas. Mais qu'il y a aussi quelque chose qui est assez fort pour faire que les gens intègrent bien les choses. C'est tout simplement de les faire parler entre eux, de faire marcher l'intelligence collective entre différents entrepreneurs. Et donc là, on crée des workshops qui durent 1h30 chaque semaine, où les différents projets vont être présentés, pitchés, etc. Et c'est pas moi qui parle, c'est les autres entrepreneurs qui donnent leur retour, leur feedback, etc. Et c'est bien plus puissant que quand moi je dis « Ah non, mais là, tu aurais dû faire comme ça, etc. » Voilà. Et c'est génial parce que... et c'est pas pour vendre le truc, mais c'est vraiment parce que j'étais encore ce matin dans ma Ponycorn, c'est des gens qui viennent d'environnements complètement différents de façon que ce soit sociaux, mais aussi en termes d'études, en termes de pays aussi, parce qu'on a des gens qui viennent du monde entier dans la Ponycorn. Donc ça, c'est assez chouette. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, que cette diversité, cette multiculturalité renforce encore plus l'intelligence collective et le pouvoir que ça peut donner aux gens qui veulent lancer leur projet et se lancer, etc. Et puis surtout, ça crée une première petite communauté, tu vois, de gens qui se lancent ensemble. On a un Slack, on échange, etc. On essaie de créer des événements. Donc voilà, donc c'est un bon moment. On est un peu triste de se quitter au bout d'un moment. C'est un peu l'effet colonie de vacances. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, mais c'est chouette. Là, on lance le 4e, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. 4e bootcamp au mois de décembre. Et ouais, déjà, ça va vite. Mais à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé de dingue, quoi. Et il y a plein de gens. Là, j'ai une nana qui est vraiment neuroatypique. Elle nous fait tellement rire. C'est fantastique. C'est fantastique de voir. Et puis, il y a beaucoup de bienveillance. Et je dis pas ça, bienveillance, tu vois, par le mot galvaudé, etc. C'est qu'en fait, personne ne juge, tout le monde est là, tu vois, tu peux être aussi bien DAF et vouloir monter, j'avais un DAF qui voulait monter des distributeurs de lait, une nana qui est dans l'art, qui lance son projet d'assurer des sacs, et une autre nana qui a décidé qu'elle voulait juste monter un small business pour partir s'expatrier au Québec. Et ce matin, tu vas nous annoncer qu'elle avait pris ses billets pour le 6 décembre. Elle n'a pas un rond, mais elle y va. Voilà, je trouve que c'est assez chouette de faire se croiser des gens qui se seraient jamais croisés, qui auraient peut-être jamais osé se parler, et de se rendre compte de toute la valeur qui sort de tout ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils lancent ou pas d'ailleurs leur projet, parce qu'on peut très bien se dire que c'est pas fait pour soi en sortant de là. Mais en tout cas, l'aventure humaine est bien là. Voilà. Au final, chacun libère ose et libère son énergie sans s'en rendre compte. L'un l'autre. C'est ça, parce qu'en fait, tu n'as pas de jugement. Donc, du coup, les gens pitchent, racontent, partagent les premiers posts LinkedIn, les premiers posts Insta, les pages de vente. Tu vois, et voilà. Et puis, finalement, personne a l'expertise de l'autre. Donc, chacun apporte vraiment énormément de choses. Voilà, c'est
un peu l'idée de la ponycorn. C'est 100% kiff, je crois, pour moi. Des fois, je me dis que c'est moi qui devrais payer la formation. Non, mais c'est vrai, je ressors de là, je me dis c'est tellement génial que c'est cool. Et puis voilà, et c'est financé aussi CPF. Donc, tous ceux qui ont un compte formation avec un peu de sous dessus, ça peut aider. On est aussi avec les OPCO, la région, Pôle emploi. Enfin bref, toutes les solutions de financement qui sont possibles quand on habite en France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent du monde entier en me disant Elodie, est-ce qu'on peut faire financer? Et non, il faut être en France ou enfin en tout cas, oui, français, parce qu'on a des gens qui viennent des îles, etc., de Guyane, etc. Oui, eux, ils ont le droit, mais voilà, si vous êtes en Afrique, si vous êtes, il y en a qui sont venus de Singapour, etc., je ne peux pas faire financer votre formation. Ouais, malheureusement. Je n'ai pas encore trouvé. Ça se saurait, mais bon. Voilà. Voilà un petit peu, écoute, mon parcours, la Ponycorn Academy, ce que je pouvais t'en dire aujourd'hui. Bah, c'est super, en tout cas, merci à toi. C'est vraiment riche, hein, ton parcours, plein de péripéties. Donc, en effet, hein, ça donne matière du coup à réfléchir sur soi et du coup de se dire vraiment chacune des expériences est unique et nous font où on en est aujourd'hui, quoi. Et qu'il faut pas, malgré les hauts et les bas, il faut pas lâcher et vraiment se dire aller jusqu'au bout, quoi. Et se dire au moins on aura essayé. Parce que ça reste quand même une réussite quoi qu'il arrive. Exactement, mais je crois que c'est Mandela qui était très fort là-dessus, qui disait je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Exactement. Voilà. Mais ouais, je pense qu'il faut voir les choses comme ça, et surtout, pour gagner un jour, il faut se lancer, il faut tester. Et moi, mon conseil aujourd'hui, c'est ça, c'est tester plein de choses. Et vous verrez bien, tout le monde est fait pour quelque chose. Tout le monde est là pour quelque chose, donc je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses. Il faut juste oser se lancer, et se lancer, ça ne veut pas dire dépenser beaucoup d'argent, investir beaucoup de temps ou complètement transformer sa vie. Des fois, juste en commençant par les petites choses, ça peut être vraiment, vraiment important. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Super, merci à toi. Merci, Debbie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et donc, pour rappel, donc, il y a la formation Ponycorn Academy qui débute, rappelle-moi les dates. Oh là là, il faut que j'aille vérifier. Je crois que ça débute le 22 novembre la prochaine et se finit mi-décembre. C'est ça? Ouais. Jusqu'au 16. Attends, moi, tu m'avais donné les dates. Ça commence le 22 novembre et ça se termine le 16 décembre. Voilà, les dates, c'est le mardi matin de 10h à midi et le mercredi de 11h à midi et demi pour cette session du mois de novembre-décembre. Et puis, bien entendu, on reprend en janvier. Et là, on a un peu décalé les dates. Ce sera mardi et jeudi. Parce que souvent, du jour au lendemain, c'était un peu court pour préparer les éléments. Donc, on a un peu revu l'organisation. Voilà. Ça marche. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Je remettrai les liens en commentaire du live, du coup, comme ça, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Soit pour la formation qui va bientôt démarrer ou celle de janvier. Exactement. Et puis surtout, si vous connectez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et je serai ravie de répondre à toutes vos questions, si vous le souhaitez, bien entendu. Et à vos interrogations, vos doutes lors d'un call de 15 minutes pour voir si la formation est faite pour vous. Parfait. Merci à toi, en tout cas, pour ce live avec Linkel. C'est un plaisir. Merci à Linkel de te voir très bientôt. Ben oui. À bientôt, merci beaucoup. Salut, et on se retrouve demain pour un nouveau live LinkedIn.